C'est toujours plaisant de se retrouver pour des webinaires, hein. C'est vraiment, moi, ça me fait toujours un effet assez sympathique. Donc, je suis ravie qu'on ait d'ailleurs ce sujet-là sur la table. C'est vraiment sympa. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et bonjour pour ceux qui vont regarder ce webinaire plus tard, malheureusement non en direct. Je voulais vous faire une petite présentation assez brève de l'Union des podologues. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an que l'Union des podologues existe. Je rappellerai que l'année dernière, c'était Jean-Loup Lafeuillade qui a lancé vigoureusement ce syndicat, nouveau syndicat. Voilà, nous souhaitons, dans l'Union des podologues, être au plus proche des pédicures podologues et au plus proche de leurs problématiques. Et c'est pourquoi, ce soir, encore une fois, nous allons entendre des spécialistes qui vont nous parler de la communication du cabinet. Et donc, j'en veux pour preuve un grand spécialiste, Michel Despales, qui s'est concentré, qui s'est informé et qui va nous délivrer tous les tenants et les aboutissants de la loi RGPD. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette loi, sachez qu'il est important de la connaître en tant que professionnel de santé et du coup de savoir comment gérer, on va dire, la communication externe de notre cabinet avec nos patients et comment gérer les données personnelles de nos patients. Ensuite, on aura aussi la chance d'avoir Quentin Cornet qui va nous présenter l'aspect plutôt communication externe, mais plutôt via les sites internet, les réseaux sociaux, et quelles sont nos limites en tant que professionnels de santé sur ce type de communication. Donc, Quentin Cornet, nous ne le présentons plus à l'Union des podologues parce qu'il fait partie intégrante de l'équipe de l'Union des podologues. C'est notre communicant depuis quelques mois maintenant et il fait un travail assez extraordinaire et je tiens à le remercier. Moi, je suis Myriam Couidry, présidente nouvellement nommée à l'Union des podologues. Voilà, écoutez, je pense que j'ai plutôt. Alors, je rappellerai juste que l'Union des podologues ne demande que 95 € de cotisation à l'année pour tout le service qu'on souhaite rendre aux pédicures podologues. Je pense que si vous voulez soutenir notre mouvement, notre union, il est assez simple d'aller sur notre site internet, de voir tout ce que l'on fait depuis un an et de vous dire, tiens, quand même, ça vaut le coup d'adhérer à l'Union des podologues. Voilà, seulement pour 95 € à l'année et en plus en déduction. Voilà, votre expert comptable saura très bien comment le placer. Donc voilà, ça ne vous coûtera pas très très cher in fine. Voilà, merci à tous d'être aussi présents ce soir et je laisse la parole à Quentin Cornet pour ce début de webinaire. Merci Myriam, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir bien sûr que nous retrouvons les adhérents comme les non-adhérents de l'Union des podologues pour ces formats courts, puisqu'on va être sur 45 minutes, une heure un petit peu de webinaire, tout simplement en version digitalisée. Vous pourrez effectivement les retrouver dès demain matin sur YouTube, puisqu'on a coutume de le faire dès le lendemain matin afin de vous informer au mieux. Pour me présenter tout simplement, donc Quentin Cornet, vous pouvez peut-être le remarquer, effectivement, je suis assez jeune, donc je sors prochainement d'études, mais à côté de ça, j'ai monté ma propre entreprise qui s'appelle Cornet Communication. Donc je suis conseiller en communication et relations publiques, tout est dit. Et donc, je me ferai un grand plaisir ce soir de vous sortir un petit peu les tenants et aboutissants d'une communication qui est assez encadrée, qui est très limitée, on pourrait même se dire, par rapport à un commerce plus traditionnel, notamment dans l'artisanat ou dans l'industrie. Donc, effectivement, les professionnels de santé, entre autres les pédicures podologues, sont assez encadrés sur cette question-là. Et puis, je serai secondé sur une dernière partie par Michel que je vais laisser se présenter avant de reprendre la main et d'entamer la mienne. Michel, je t'en prie, présente-toi. Alors, vous m'entendez là? On t'entend. Parfait. Donc, Michel Despales, je suis moi aussi pédicure podologue, retraité. Autant Quentin est jeune, autant moi je suis plutôt de l'autre côté de la barrière.
Et donc, j'ai toujours été fortement intéressé par les problèmes des droits et libertés individuelles. Et donc, à ce titre, j'ai suivi la formation de la CNIL sur le RGPD. Vous savez, le RGPD, c'est le règlement général pour la protection des données personnelles, on en parlera après. Donc, j'ai mis en pratique toutes ces connaissances dans le domaine des professionnels de santé libéraux, pour les médecins, infirmiers, kinés, podologues, afin de proposer, s'ils le souhaitent, une prestation d'accompagnement pour mettre en place leur registre RGPD dont on parlera plus tard. Voilà. Tout à fait. Je n'ai pas précisé, en tout cas, tout à l'heure, effectivement, comme l'a dit Myriam, je suis mandaté auprès de l'Union des podologues pour les accompagner sur toute la partie conseil en relations publiques et stratégie de communication. C'est à ce titre, si vous avez entre autres des remontées à faire concernant l'amélioration du site internet et des contenus de communication, vous pouvez directement soit adresser vos mails à l'Union des podologues, soit de mon côté à mon agence. Vous aurez les contacts en fin de webinaire. On va tout de suite entamer par 4 points. Donc, vous allez pouvoir remarquer le 4e point qui se concentre avec Michel sur vraiment le cœur du problème, le RGPD, problème ou solution en fonction de là où on se place. Moi, pour la première partie, ça sera essentiellement le point 1, le 2 et le 3. Donc, on va tout de suite entamer donc, avec les quelques chiffres pour mieux comprendre finalement comment s'articule la communication aujourd'hui sur le web, pour la simple et bonne raison qu'on va traiter ce soir que de la communication dite digitale. Vous allez pouvoir le remarquer notamment dans les différents supports qu'on va aborder ensemble ce soir, qu'il y a de temps en temps effectivement des rubriques concernant les annonces, concernant les imprimés. Voilà, donc ça on va pas spécialement en parler pour la simple et bonne raison que c'est une profession qui est extrêmement limitée par l'Ordre national évidemment des pédicures podologues. Et donc, on va pouvoir débattre de cela. Je vais vous expliquer au mieux. Donc, on va pouvoir tout de suite commencer sur les chiffres. Avant cela, vous pouvez aussi observer sur le sommaire qu'on va traiter de l'opportunité d'un bon référencement et aussi pour finir de mon côté, en tout cas sur ma partie, sur les sites web. Hop, j'aime bien en tout cas citer une première phrase qui est celle de Brian Koslow qui met tout en lumière et entre autres vous pouvez retrouver en tant que vous pédicure podologue cette question de oui on ne peut pas faire de la publicité mais rien de tel qu'une bonne réputation pour se forger une bonne patientèle. Donc la phrase est là, il n'y a pas de publicité aussi puissante qu'une bonne réputation qui voyage rapidement. Donc voilà, c'est un auteur conférencier qui est aussi stratégique qui s'y connaît effectivement très bien sur la partie marketing et communication. Et ça me tenait en tout cas à cœur de vous exprimer cette phrase qui prend tout son sens et vous le verrez de toute façon à la fin du webinaire qu'effectivement vous ne pouvez pas communiquer comme vous le souhaitez. Pour autant, je vais essayer avec Michel ce soir, nous allons essayer de vous donner les clés de communiquer de manière légale et réglementée. Quelques chiffres pour commencer, donc avec un focus finalement sur la communication. Donc, 10 minutes sur un site web. Donc, c'est peu pour certains, mais pendant ces 2 minutes-là, il faut évidemment se dire que on a le temps de regarder beaucoup de choses. Parmi les premiers points, notamment les adresses de contact, notamment lorsque, pour un pédicure podologue, nous allons aller chercher le numéro de téléphone, l'adresse mail, ou encore le bouton pour prendre son rendez-vous, pour la simple et bonne raison que c'est en cela que le site internet sert le plus pour un pédicure podologue. Pour autant, pour les sites marchands, ça sera évidemment les pages à propos ou encore les pages boutiques. Ensuite, on peut effectivement regarder que 60% des Français naviguent sur Internet depuis leur smartphone. De plus en plus aujourd'hui, on est sur une démocratisation finalement de l'utilisation des smartphones, de par la digitalisation du contenu, de par aussi le fait qu'il y a de l'Internet quasi haut débit un petit peu partout et même dans nos campagnes. Donc l'utilisation du smartphone est des fois plus requise que l'ordinateur lorsqu'on est en déplacement, par exemple. Ce qui fait que ça nous pousse, que ce soit nous en tant que communicants, que ce soit ceux qui travaillent sur le RGPD ou vous en tant que professionnel de santé, aussi de vous adapter à cette finalement démocratisation de l'utilisation d'un si petit objet et d'une si petite taille d'écran. On y reviendra bien sûr. Et chose flagrante aussi, mais qui reviendra sur la question de la communication digitale et des réseaux sociaux, figurez-vous qu'effectivement 300%, c'est le chiffre des moteurs de recherche qui génèrent beaucoup plus de trafic finalement que les sites vers les sites de contenu que les médias sociaux. Donc effectivement un site bien référencé, que ce soit un site d'office du tourisme, vous dans votre cas un site de pédicure podologue sur Internet, sera beaucoup plus attrayant et apportera donc 300 fois plus, 300%, je vais y arriver, plus de trafic vers votre site donc que les médias sociaux. Hop, du mauvais côté, je vais y arriver. Hop, on peut donc effectivement noter comme dernier chiffre, 86%, ce sont le nombre de personnes qui recherchent l'emplacement d'une entreprise dans un service sur Google Maps. Donc c'est plutôt important de se dire qu'il faut faire une fiche établissement et nous en reviendrons bien sûr juste après. La com digitale, venons-en, donc communiquer avec sa patientèle.
ce que nous dit l'Ordre national des pédicures podologues, puisqu'évidemment, ce soir, je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Finalement, je pense que je suis le seul qui n'est pas pédicure podologue pour la bonne raison que j'ai fait un choix différent, mais en tout cas, je suis là pour vous accompagner. Donc, on peut notamment remarquer que la communication professionnelle du pédicure podologue est libre, c'est-à-dire que vous êtes libre de dire ce que vous souhaitez. Pour autant, elle est strictement et de manière plutôt encadrée. J'ai sous les yeux, entre autres, et vous pourrez, puisque je vous mettrai aussi à la fin de ce webinaire à disposition l'ensemble des ressources qui m'ont permis de travailler sur ce sujet-là ce soir, notamment le règlement intérieur, bien sûr, de l'Ordre des pédicures podologues qui vous conseille et qui vous encadre sur la pratique de la communication, entre autres, digitale, ce qui nous concerne ce soir. En point numéro 2, elle respecte notamment les principes de confraternité et des secrets professionnels. Elle doit être conforme aux données acquises de la science. Elle ne doit pas effectivement remettre en question tout sur la place publique. L'information donnée directement ou indirectement par le pédicure podologue doit être également loyale, honnête, exhaustive et actualisée, non comparative. On y reviendra également juste après. Dès lors que le pédicure podologue présente son activité, quel qu'en soit le support, donc on a parlé bien sûr vite fait tout à l'heure de la question d'un imprimé, une carte de visite par exemple, ou secondement d'une annonce dans la presse. On verra les quelques petits cas de figure quand même. Il doit y inclure une information sur les honoraires appliqués. Et ça, c'est surtout le cas pour vos sites Internet. Donc, j'y insiste beaucoup. Vous pouvez effectivement remarquer que je vous ai mis la mention, en tout cas, du numéro où ça se trouve dans le règlement et le code déontologique, hein, tout simplement. Cette communication également doit être exprimée avec prudence, mesure et adaptée au support. Alors, ça veut tout et rien dire, si je puis dire. Alors, prudence, bien sûr. La mesure, oui, bien sûr, et adaptée au support. Ça, c'est assez de base, je dirais. Donc, il n'y a pas besoin d'être pédicure podologue pour avoir cette phrase un petit peu. Je pense que chacun a aussi sa part de responsabilité dans ce qu'il émet comme communication. Donc, je pense que c'est une phrase qu'on peut, voilà, qu'on peut tourner un peu dans tous les sens, qui a du sens, à mon sens, pour tous les corps de métier et les professions autres que pédicure podologue. Je vous ai fait un petit tableau comparatif parce qu'on est surtout sur le fond du sujet, communiquer à son audience, pas communiquer avec son audience. On n'est pas sur un réseau social, on n'est pas sur un envoi de mailing toutes les semaines avec sa patientèle. Donc, je vous ai listé comment on communique avec son audience, mais de manière très synthétique. Donc, ce qui est à gauche autorisé, communiquer par mail, notamment, j'y reviendrai, mais on peut notamment noter sur le code des bonnes conduites de la communication établi par l'ordre qu'en effet, il ne faut pas utiliser de pseudonyme. Ça paraît sous le sens, mais lorsque vous envoyez à un client, un patient, un mail notamment, il faut qu'il soit informé de ses droits. Il faut qu'il y ait pas de pseudonyme, que le nom du cabinet soit clairement affiché, que ce soit une adresse mail sécurisée. Et il faut en tout cas, lui faire part que ce mail-là n'est pas assujetti au secret professionnel. C'est-à-dire qu'à tout moment, s'il y a une fuite, il faut lui indiquer qu'il pourrait y avoir avec lui de naissance. Dit souvent la numéro commerciale, mais c'est surtout le nom pour dire lettre d'actualité finalement. Et donc, on retrouve ici la communication au travers d'une lettre d'information plutôt scientifique et plutôt professionnelle, non pas promotionnelle, j'y reviens. Créer une fiche d'établissement sur Google. Alors, c'est pas marqué en grande ligne par l'Ordre national des pédicures podologues. Pour autant, c'est quelque chose, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, 86% des personnes interrogées font leur recherche, en tout cas sur Google Maps, pour trouver pédicure podologue Paris, par exemple. Eh bien, lorsque vous êtes référencé, parce qu'il faut le savoir que sur une fiche d'établissement, il n'y a pas nécessairement de contenu dit commerciaux. On est plutôt sur le site web, le numéro de téléphone, l'adresse exacte et le nom du cabinet ou de la personne praticienne. De fait, ce n'est pas un contenu commercial, j'insiste beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de pédicures podologues, j'ai fait bien sûr mes recherches, n'ont pas cette fiche d'établissement-là qui aide énormément au référencement et à la visibilité sur le net, tout simplement. Créer un site internet sectoriel, mais non commercial. On y reviendra sur la toute dernière partie de ce webinaire avant Michel, sur la question qu'effectivement, il ne faut pas qu'il soit marchand, il ne faut pas que ce soit un site vitrine. Il ne doit pas vendre un produit, ni une personne, ni encore moins un service. Pour autant, il faut qu'il soit suffisamment complet pour que vous puissiez y apporter votre professionnalisme, votre rigueur de praticien, et en même temps qu'il soit informationnel sur la fiche contact, comment prendre rendez-vous, par exemple. Et sans oublier, bien sûr, la question des honoraires qui doit être obligatoirement indiqué sur votre site internet. Pour finir sur ce qui est autorisé, rejoindre un groupe en tant que professionnel pour échanger avec des infos, que ce soit des infos avec des organismes, que ce soit des infos syndicales, que ce soit des infos ordinales. Il faut que ces infos soient entre professionnels sur des groupes fermés qui sont réservés que aux professionnels. Aucune information de votre part pour valoriser, et ça, vous pouvez le voir dans ce qui est interdit sur la colonne de droite, n'a vocation à
n'a vocation à avoir une démarche finalement commerciale ou une valorisation personnelle de votre propre cabinet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un compte professionnel sur les réseaux sociaux, par exemple, pédicure podologue Dupont à Paris. Ça sera votre page ou votre profil personnel sur vos réseaux sociaux. Pour autant, vous ne pourrez pas communiquer dessus, si ce n'est que des communications avec vos confrères et vos consoeurs. Ce qui limite énormément la communication dite digitale. C'est pour ça qu'on se focalisera beaucoup plus sur le référencement et l'indexation de contenu sur le site Internet. Évidemment, ça paraît sous le sens, dénigrer la profession. Ça, c'est, je pense, le cas dans toutes les professions, bien sûr. Donc, je tenais à le rappeler, puisque c'est des bases élémentaires, mais que certaines personnes peuvent oublier de temps en temps. Donc, c'est toujours important de faire quelques petites piqûres de rappel. Et mettre, bien sûr, des contenus diffamatoires est strictement interdit, peut porter atteinte, bien sûr, et peut être même répréhensible au pénal et au civil. Partager des infos confidentielles, ça me concerne plus en tant que professionnel de santé, des informations confidentielles concernant le client, concernant un cas clinique. D'ailleurs, les cas cliniques doivent être entièrement transformés en ce qui concerne l'identité de la personne sondée ou de la personne examinée. Voilà, pas d'annonce à caractère commercial. Ça rejoint entre autres la question de la presse. Vous pouvez, à titre d'exemple, je vais reprendre ma petite fiche qui est sur la question des annonces. Donc, à titre d'exemple, ce que nous dit l'Ordre national des podologues, l'apparition d'une annonce, entre autres dans la presse, se justifie uniquement pour les 5 cas suivants. Installation d'un pédicure podologue titulaire d'un cabinet, c'est-à-dire que c'est votre première installation. En cas de l'arrivée d'un nouveau collaborateur, en cas de la fermeture définitive d'un cabinet, vous voyez bien qu'on n'est pas sur quelque chose de commercial. D'ailleurs, même là, ça nous est, à part être de l'information à proprement dit, finalement, une fermeture définitive, à part informer sa patientèle, ça ne sert pas à grand-chose en termes de visibilité. La cession de patientèle ou encore le transfert d'un cabinet. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur une arcane de la communication qui sert à augmenter votre patientèle, mais plutôt à n'en pas faire la promotion. C'est pour ça que du coup, c'est effectivement très réglementé. On le retrouve ici sur ce point, pas d'annonce à caractère commercial. Alors, pour continuer. Donc voilà, donc effectivement, on a fait un large spectre sur la question de la communication. J'aimerais bien faire un petit point juste avant d'arriver sur les supports numériques. Je vous remets la petite slide avant, comme ça, si au cas où vous avez aussi des questions, vous pouvez me couper dans mon élan, puisque nos webinaires sont assez interactifs aussi, donc n'hésitez pas. Et si les questions ne vous viennent pas tout de suite, vous pourrez les poser, bien sûr, à la fin. Les questions des supports numériques, entre autres, bien sûr, c'est l'Ordre national aussi qui le dit, qui doivent respecter les principes généraux précédemment énoncés, donc tous ceux que je vous ai précédemment énoncés. Mais en plus de ça, dans ces supports dits numériques, que ce soit la lettre d'information dédiée à votre patientèle, vous pouvez bien sûr y mettre vos compétences, les formations et pratiques professionnelles que vous faites, les informations médico-économiques qui sont en d'accès au cabinet, c'est ce que je vous disais, numéro de téléphone, bouton qu'on pourrait aussi appeler call to action, c'est-à-dire un bouton qui va pousser le patient à aller jusqu'à la réservation et à la prise de rendez-vous et d'un créneau. Donc ça, vous pouvez bien sûr le mettre, que ça soit au travers d'un QR code sur un support papier imprimé, par exemple une carte de visite, ou alors sur un support numérique avec un lien, notamment pour aller directement à la réservation d'un créneau de rendez-vous. Les langues parlées. Voilà, on n'en parle pas souvent, mais aussi c'est important de marquer les langues, surtout pour ceux qui sont sur des régions plutôt aussi touristiques, plutôt assez cosmopolites. Et le dernier point, bien sûr, des données objectives à finalité scientifique. Vous pouvez également le mettre sur vos supports numériques. Sur ces points, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaye d'être assez concis sur la chose, de savoir qu'effectivement, toutes les données que j'ai proviennent de l'Ordre national des pédicures podologues, plus de mes formations à côté sur la question de la communication, de la stratégie globale des entreprises et des organisations en ce qui concerne la visibilité, l'audience et finalement le fait de transformer ce qu'on appelle un prospect en lead. Le prospect, c'est celui qui va être le badaud, que vous allez cibler, et le lead, c'est celui qui va ensuite peut-être se transformer en patient. Eh bien, vous, comme vous avez pu le remarquer en tant que pédicure podologue, cette étape-là de passer de prospect à lead, vous êtes vite pénalisé. Vous ne pouvez pas vraiment la faire comme une entreprise plus traditionnelle. C'est pour ça que j'en viens justement à ce point du site Internet. Sur cette question-là de qu'est-ce qu'on y met, pourquoi le faire, vous y verrez sur les derniers chiffres après, avant de passer à Michel, sur quelle est son utilité finalement. Eh bien, la première utilité, c'est exprimer votre profession au travers d'un outil sectoriel. Mais pour cela, il faut bien sûr le financer. Et l'ordre nous dit, effectivement, et bon, ça paraît logique et légitime, pas de mention publicitaire ni de sponsorisation. C'est-à-dire qu'en aucun cas, en tant que pédicure podologue,
vous pouvez financer votre site internet par un encart publicitaire de l'entreprise du coin ou par une sponsorisation avec un fournisseur, peu importe soit-il. Donc là, pas de mention publicitaire ni de sponsorisation à proprement dit. Le point qui est important aussi, et on n'insiste pas suffisamment en tant qu'agence de communication, c'est le podologue doit assurer lui-même le financement de son site internet. Si vous n'assurez pas le financement de votre site internet, vous n'en êtes pas propriétaire s'il est mal enregistré. Donc, de fait, nous, ce qu'on vous conseille, en tout cas, ce que je vous conseille et mon équipe aussi dans l'agence, c'est effectivement de toujours bien revérifier vis-à-vis de vos prestataires et notamment ceux sur le web qui pourraient vous faire, en tant qu'agence de com, un site internet, de toujours bien vérifier qui sera l'émetteur pour l'enregistrement du site internet et que justement ce site internet soit à votre nom. Pour la question de l'hébergement, on en parle aujourd'hui beaucoup puisqu'on a un contexte un peu géopolitique, économique assez instable, ça bouge beaucoup et donc la question de l'indépendance. Alors je l'ai mis entre guillemets puisque ça vient pas de moi, ça vient de l'ordre qui dit conserver son indépendance vis-à-vis d'un fournisseur d'accès et d'hébergement, notamment au nom de domaine ou d'hébergement pour le site internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout simplement, vous n'avez pas le droit en tant que pédicure podologue d'enregistrer un nom de domaine et de faire héberger votre site internet chez un fournisseur d'accès qui lui-même, par ses filiales, peut proposer des activités industrielles ou fortement commerciales qui n'ont strictement aucun lien avec l'hébergement d'un site web. Je vais vous donner deux exemples. C'est un exemple qui va vous sauter aux yeux. Tout le monde connaît notamment Amazon. Amazon, c'est l'activité de l'envoi de colis à la base. Ça s'est très vite répandu dans le monde. Ils ont une branche, en tout cas la filiale AWS, qui sont les serveurs. Eh bien, de fait, ils pourraient proposer effectivement une solution d'hébergement. Vous, en tant que pédicure podologue, vous ne pouvez prétendre à ces solutions-là d'hébergement pour la question de cette indépendance. Personne n'irait vérifier. Pour autant, si vous êtes dans les clous à l'instant T, eh bien, ça vous éviterait peut-être certains conflits ordinaux ou alors des remarques ou pourquoi pas des attaques en justice sur cette question-là. C'est ce que je peux vous conseiller. Il y a beaucoup d'aujourd'hui de fournisseurs d'hébergement et de noms de domaine français. C'est aussi bien de valoriser la question française et chez qui vous pouvez bien sûr travailler en toute confiance. Les liens, on cite pour continuer, donc respecter les règles juridiques et déontologiques. Vous les retrouverez bien sûr dans le rapport émis par l'Ordre national des pédicures podologues. Il y a aussi cette question, et Michel en parlera aussi bien sûr tout à l'heure, de la propriété intellectuelle des contenus que vous allez insérer, que ce soit au travers d'un lien, au travers d'un logo. Et de fait, vous êtes obligé d'avoir l'autorisation de l'organisation et maîtrise de ces contenus, que ce soit le logo, le lien. Pour autant, ce qu'on vous incite, c'est qu'effectivement, ces liens-là, lorsqu'ils repointent vers un autre organisme ou vers un confrère, cela est possible, mais absolument pas faire un lien qui va pointer vers votre fournisseur de semelles, votre fournisseur de crème pour les pieds, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des questions assez... On se pose pas spécialement ces questions-là, mais en tout cas, il faut les connaître parce que c'est très important et on peut vite se faire taper sur les doigts, si je puis dire. Pour continuer, le logo et le graphisme du site, c'est une partie importante aussi. On a souvent tendance à se dire qu'on est vite contraint, qu'un site internet est peu évolutif. En moyenne, un site internet a une espérance de vie graphique, le logotype. Soyez libre de votre création artistique et de votre côté un peu graphique, que ce soit vous ou votre agence de com mandatée pour la question. Pour autant, l'ordre émet quand même une préconisation sobre et adaptée à l'image d'un professionnel de santé, pour la simple et bonne raison que vous devez aussi représenter par votre profession individuelle, représenter toute la profession et tous les confrères et consoeurs qui y participent, donc pas de choses fantaisistes, et c'est ce qui est bien marqué dans les rapports de l'ordre. Les images et iconographies, donc le site peut contenir des images et illustrations. Pour autant, la question de la patientèle se pose. Vous n'avez pas le droit de mettre votre patientèle, même si elle a donné son accord, vous ne pouvez pas donc la mettre sur votre site internet, c'est important de le savoir. Le nom de domaine, pour finir, il faut considérer que l'adresse du site, c'est l'ordre également qui le dit. Ce sont les plus à même aussi d'être dans le respect du code déontologique, puisque ce sont eux, bien qu'ils ne délivrent pas de label, ce sont eux qui font respecter en tout cas le respect de ce code déontologique. Donc il faut considérer que l'adresse du site internet est comme une plaque professionnelle finalement sur le web. Vous avez tous effectivement à l'entrée de vos cabinets une plaque émaillée portant vos numéros, portant votre diplôme.
De fait, c'est le même principe. Ainsi, un nom de domaine ne peut pas être enregistré, par exemple, en .com. C'est initialement adapté pour les organisations à vocation dite commerciale. Donc, effectivement, il est plus préconisé d'utiliser le .fr ou le .eu. On a quelques exemples, notamment pédicure-podologue-dupont, ça serait le nom de famille, .fr. Vous pouvez tout à fait le faire. Ou alors simplement podologue-dupont. Et là, la localisation, vous pouvez également paris.fr. L'avantage dans le nom de domaine d'y mettre la localisation, d'y mettre également votre profession et votre nom de famille, c'est lorsque tout ça cumulé sur une recherche classique sans utiliser l'URL complète, c'est-à-dire le W jusqu'à .fr, eh bien cet ensemble-là, même mis sans être un URL, eh bien permet de vous retrouver extrêmement facilement puisque c'est essentiellement le fond finalement de votre site internet, donc ça optimise votre référencement. Pour ceux qui sont, par exemple, en société ou qui sont regroupés avec des associés, vous pouvez effectivement regarder l'exemple qui est donné juste ici. Par exemple, on pourrait trouver podologue avec un s.fr. Vous avez, je le rappelle, toujours en bas de chaque slide, que ce soit même sur YouTube ou après le diapo peut être également demandé, vous allez avoir à chaque fois en bas la petite source qui vous permet de consulter ce que je vous dis point par point et de vous retrouver, puisqu'effectivement un webinaire est assez court pour tout expliquer, surtout je vois Michel qui me fait des grands yeux pour me dire dépêche-toi Quentin, mais en tout cas effectivement vous pouvez bien sûr découvrir tous ces éléments-là. Hop. Alors pour continuer, on va aussi saisir l'opportunité d'un bon référencement. Qu'est-ce que le référencement? Le référencement est, en tout cas sur Internet, mais la racine latine en tout cas est assez identique aussi pour un référencement hors Internet, c'est l'action de référencer, c'est-à-dire d'indexer, c'est-à-dire que par exemple, un moteur de recherche va venir interroger votre site internet et lui demander ce qu'il y a en contenu dessus, va donc indexer ceci sur le web. Et donc, en faisant un lien d'une page vers une ressource, donc cette ressource, c'est le moteur de recherche qui va venir interroger des mots-clés, des balises dans votre site internet. S'il y a marqué podologue Paris Dupont et que c'est souvent répété dans votre site internet et que le moteur de recherche, le plus connu c'est Google, à plus de 85%, qui est en utilisation extrêmement largement répandue sur le monde, eh bien, il va venir indexer votre contenu et vous faire remonter en termes de place sur la page, la première, en tout cas on l'espère pour vous, la première page des résultats de recherche Google. Plus vous mettez de détails sur le podologue, si vous mettez juste podologue, bien sûr, vous n'arriverez jamais à la première page. Pour autant, si vous marquez podologue, Dupont, Paris, vous risquez d'arriver parmi les premiers. D'où l'intérêt d'ouvrir finalement dans votre site internet un maximum de contenu référençable en y travaillant sur les balises. C'est souvent le cas d'une agence de com, d'une agence web qui travaille justement sur ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization, qui va venir contrer le référencement dit naturel par les moteurs de recherche, par justement un mode de calcul en modifiant l'algorithme, en y intégrant un maximum de balises identifiables, donc grâce au SEO et grâce à une agence de com, par exemple, qui est plus à même de le faire. Aujourd'hui, le référencement, comme je sais marqué, le référencement consiste surtout à améliorer la place d'un site Internet dans les résultats afin d'être le plus consulté possible. Hop là, je vais trop vite. Donc effectivement, on peut remarquer le parallèle qui peut être fait à une fiche d'établissement Google. Ça coûte rien, il suffit d'avoir un compte Google qui vous permet de créer cette fiche d'établissement, d'enregistrer votre entreprise qui certes n'a pas de vocation commerciale, mais de l'enregistrer comme si c'était sur un alimentaire. Certains le font sur Doctolib, d'autres le font sur Click Rendez-vous proposé par Page Jaune et certains d'autres par Google directement. Ça ne coûte rien, vous n'avez pas besoin d'avoir une agence de com, mais ça peut vous rapporter une certaine visibilité, jusqu'à 4000, 5000 visibilités par mois de votre finalement fiche Google établissement. Ce sont des personnes qui ne vont pas forcément rentrer dans votre carnet de patients. Pour autant, ils vont savoir que vous existiez et ça reprend un peu la première citation. S'ils testent une fois et que c'est après à vous, lorsque vous les recevez, de faire le taf et de faire une belle prestation, eh bien, la réputation se fait par derrière. Ça, vous n'êtes pas sans le savoir. En tant que chef d'entreprise, et oui, ce soir, je m'adresse à vous en tant que moi-même chef d'entreprise, mais vous êtes aussi pour, je pense, une très, très large partie chef d'entreprise, à moins que vous soyez collaborateur. Le saviez-vous? 34% d'entre vous, mais d'entre vous dans la globalité des entrepreneurs, ne créent pas de site Internet, pensant que cela est trop cher. Effectivement, on a aujourd'hui des sites Internet entièrement développés, codés par une agence de com, une agence de web, tout simplement, qui, elle, va vous demander un bon petit billet entre 4 000 jusqu'à 6 000, 8 000 euros.
eh bien, vous avez pu le remarquer que pour un pédicure podologue, il n'y a pas grand-chose à mettre sur un site internet. Donc, vous pouvez aussi vous retrouver vers des agences peut-être un peu moins chères. Et vous pouvez vous en sortir avec un site internet entre 700 et 2000 euros. L'avantage, c'est que du coup, on le retrouve sur le chiffre d'affaires. Eh oui, 63% des Français déclarent s'informer en ligne. C'est-à-dire que 34% qui sont ici ne touchent finalement que les 37% des personnes qui ne s'informent pas du tout en ligne, c'est-à-dire qu'ils ont consulté cela par un annuaire papier, par recommandation d'un médecin, par recommandation orale, c'est-à-dire le bouche à oreille. Ce qui fait que si vous sortez de ce créneau des 34% et que vous arrivez à convaincre une bonne partie des 63% des Français qui se déclarent s'informer en ligne, eh bien, vous pouvez sûrement augmenter votre patientèle. Et si on résume ensemble, bien sûr, vous pouvez voir ce triptyque. Votre communication, qu'elle soit digitale en termes de référencement ou en termes de site internet, et là, ce triptyque-là, la com doit être encadrée. Donc là, vous avez pu le voir, il faut effectivement respecter les préconisations de l'Ordre national des pédicures podologues. Si vous êtes également adhérent à un syndicat, intéressez-vous, peu importe le syndicat soit-il, intéressez-vous, interrogez-les sur les questions qui sont des partenariats, comment ils peuvent vous aider, notamment dans la rédaction, du site internet. Pour autant, vous avez pu le remarquer aussi que la communication est nécessaire. Elle permet d'accroître votre patientèle et de manière non commerciale. Vous n'allez pas faire de sponsorisation sur Facebook d'un contenu ou d'une publication. Pour autant, si vous maîtrisez correctement les outils qui sont mis à votre disposition pour la plupart gratuitement, eh bien, ça vous permet de rentrer comme cette petite fusée finalement et de rentrer dans ce cercle de la communication qui a été largement démocratisé. Vous pouvez effectivement le remarquer depuis au moins une dizaine d'années avec l'arrivée des nouveaux médiums de communication, que ce soit bien sûr les smartphones de manière très mobile, mais aussi la question des médias sociaux. On le voit beaucoup avec les réseaux sociaux aujourd'hui sur Instagram, sur Facebook, beaucoup de contenu. Ça s'est énormément démocratisé. Les personnes, exemple typique, le chiffre juste d'avant, cherche et s'informe en ligne. À vous de rentrer dans ce créneau-là pour augmenter la visibilité de votre cabinet, tout simplement. Allez, pour conclure, avant que je ne sois trop long, merci de votre écoute. En tout cas, à savoir que mon agence, bien qu'elle soit mandatée par l'Union des podologues, vous propose 10% de remise sur votre site internet. Et donc, on est à 980 € net hors taxe pour la première des offres. C'est celle qui est souvent dédiée pour les pédicures podologues. Donc, grâce à votre adhésion, vous avez moins 10% sur ce site internet et vous avez mon site internet pour plus ample contact. À la fin, je resterai évidemment pour les questions aux côtés de Michel. Justement, on a Pardon, peut-être des vas-y. questions justement à te Tout à fait. poser, Allez, Quentin. ça marche. Juste pour faire une petite pause, une petite transition entre toi et Ça Michel. marche. J'avais pas vu dans le chat. S'il y en avait, n'hésitez pas. En tout cas, Alors, il y en ça a deux. Donc, la première, parfait. c'est indiquer les honoraires est-il obligatoire sur fiche d'établissement Google? C'est ça. Alors, sur la fiche d'établissement Google, vous n'allez pas pouvoir spécialement indiquer vos tarifs, vos honoraires, pour être plus précis et plus concis. Pour autant, lorsque vous allez être sur votre site internet, il faut obligatoirement que ça soit mis à minimum en bas de page, en pied de page, vous savez, sur ce qu'on appelle le footer dans le jargon. Donc là, c'est obligatoire. Sur la fiche d'établissement, vous pouvez l'indiquer dans la partie description de l'établissement. Pour autant, ce n'est pas un endroit réglementé. C'est-à-dire que si vous le mettez, c'est bien, vous informez votre patientèle. Pour autant, on ne viendra jamais vous taper sur les doigts pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un endroit initialement prévu pour y mettre des tarifs. Ce qui fait que vos honoraires, bien que ça soit de nomenclature à être un tarif, eh bien, ne sont pas nécessairement obligatoires dans Google. Le penchant, vous ne pouvez pas mettre d'autres informations promotionnelles ni commerciales. Déjà parce que vous n'avez pas le droit, et deuxièmement parce que vous n'avez pas la place. C'est pour ça qu'on se limite sur une fiche d'établissement, au logo de l'entreprise, à l'adresse mail, au site internet et au numéro de téléphone ou pour prendre rendez-vous tout simplement. Et la deuxième question, on nous interdit l'utilisation des réseaux sociaux, pourtant ça fait partie de notre vie en 2023. Ce n'est pas possible d'être plus souple. Je ne dis pas de faire de la publicité, mais ne serait-ce pour informer sur l'installation, et ceci pourra même aider à démarrer plus que d'attendre. Bon, voilà, tout à fait. Alors, sur la première partie de la question, je remercie Cyrielle, entre autres. Bonsoir, effectivement.
Sur cette question de l'utilisation des réseaux sociaux, eh bien oui, ça s'est démocratisé énormément dans notre société, à travers le monde d'ailleurs aussi. Oui, évidemment, à titre personnel, nous communiquons tous grâce à ces réseaux sociaux. À titre personnel, nous nous informons, nous aussi, puisque si vous êtes là présent ce soir à ce webinaire, c'est que vous faites partie finalement des 67% qui s'informent en ligne. Pour autant, vous ne pouvez pas en faire ni la promotion, ni une annonce, sauf si c'est au travers d'un article de journal, ce qui fait que donc vous ne pouvez techniquement pas avoir de page professionnelle relatant de l'activité de votre cabinet. Pour autant, vous pouvez avoir un profil personnel, Quentin Cornet. Ça sera mon profil personnel, avec qui je converserai mes amis, ma famille. Je partagerai ce que je voudrais, dans la limite évidemment du légal, je précise. Et côté professionnel, vous pouvez avoir un autre profil, Quentin Cornet, podologue. Qu'il soit marqué dans le nom ou juste dans la petite description. Vous savez, sur certains réseaux sociaux, on peut mettre une petite description juste pédicure podologue. D'ailleurs, sur cette description-là, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas mettre ni votre lieu, ni votre site internet, ni vos horaires. Donc, inutile et bien évidemment d'y mettre les informations d'honoraires. Juste pédicure podologue, vous pouvez. Le reste, vous ne pouvez pas. Ce profil personnel, enfin, ce profil professionnel, pardon, vous permet, lui, par contre, d'accéder à des groupes soit interprofessionnels, soit avec vos confrères et consoeurs pour partager et relater des informations pratiques, des informations vis-à-vis des organismes, vis-à-vis des syndicats, pardon, et donc toutes ces informations-là qui n'ont pas un but commercial. Pour autant, vous ne pouvez pas avoir de page qui, proprement dit, va valoriser votre cabinet, valoriser votre savoir-faire et valoriser finalement, avoir une démarche commerciale. Donc voilà. Donc effectivement, la question est assez paradoxale de se dire aujourd'hui, les réseaux sociaux se démocratisent, même des enfants de moins de 10 ans vont sur TikTok s'informer. D'ailleurs, il faut se rappeler que 7 fois que les informations, les fake news circulent 7 fois plus vite que les vraies informations. C'est assez paradoxal qu'on ne contraigne pas forcément les enfants à y aller et qu'à côté, des professions extrêmement réglementées n'aient pas un petit peu de souplesse sur cette question-là. Peut-être à l'avenir, avec des nouvelles lois, entre autres, Michel aussi se questionnera tout à l'heure sur la question du RGPD, qui est arrivé que récemment. Donc voilà, peut-être à l'avenir, une évolution en tout cas. N'hésitez pas à solliciter l'ordre ou les syndicats pour faire pression sur cette question-là, si vous la jugez en tout cas utile de manière à titre individuel. Merci Et Quentin. ensuite, Juste oui. question courte, réponse courte. Est-ce obligatoire Parfait. de détailler les honoraires sur carte de visite? Alors, c'est pas obligatoire, je vais juste pas vous dire de bêtises. Donc, je vais reprendre tout de suite la feuille, histoire de pas vous dire de bêtises, les imprimer. Alors, ils peuvent comporter les soins à domicile sur rendez-vous, les jours et horaires de consultation, les numéros d'inscription à l'ordre, le numéro d'assurance maladie, les diplômes, pour autant, ou encore l'adresse internet du site professionnel, mais il n'y a pas d'obligation, je vérifie sur les imprimés professionnels, son adresse postale et électronique, son numéro de téléphone, le numéro du répertoire partagé. Ça ferait beaucoup de choses, hein, je pense, si on mettait. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Effectivement. Après, Il n'y aurait plus de sur place. C'est ça, sur après, les honoraires, on vous édite n'êtes un pas livre obligé. après. Hein. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Je vous donne la Super. confirmation. Ce qui fait que pour autant, si vous mettez le site internet, ça vous pouvez faire un petit QR code sur vos cartes de visite, pratico-pratique, un QR code, prendre rendez-vous, eh bien, ça va vous envoyer sur votre site internet, sur vos Doctolib, sur vos clics rendez-vous pour prendre rendez-vous. Ça, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas interdit, vous pouvez le faire, en plus du numéro traditionnel de téléphone. Ça, pas de souci. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Quentin. Est-ce que Merci. passer du coup à Michel Lépal qui va nous faire une présentation sur la loi RGPD. À toi, Exactement. Michel. Alors, bonsoir à tous. Je vais essayer de mettre. Normalement, tu peux. Je me suis défait, Michel, donc tu as la main. D'accord, le partage d'écran. Allez, c'est parti. Alors, attends. Le partage d'écran. RGPD. Voilà. 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 Parfait. Ah, alors, attends. Je le mets au départ. On ne va pas commencer par la conclusion. Ce sera tout aussi intéressante que l'introduction. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Tu as juste à cliquer sur diaporama. Ouais. Voilà, c'est ce que je fais. Voilà. À toi.
Donc, voilà. Donc, ce soir, on va essayer de décanter un peu cette notion de RGPD, règlement général pour la protection des données. On va voir un peu des généralités, quelques définitions, bien sûr, importantes, les 7 principes directeurs, la sécurité, le droit à l'information, le droit des personnes, et bien entendu, l'enjeu pour les podologues. Donc, si on commence par les généralités, alors, que dit la loi? Vous savez que depuis 1970, ça a commencé avec la loi Safari qui a essayé de s'occuper des problèmes de vie privée. Et en 1995, l'Union européenne s'est emparée du sujet. La loi au niveau européen a été votée le 27 avril 2016 avec application obligatoire, depuis le 25 mai 2018 dans tous les pays de l'Union. Donc pourquoi ce RGPD? Eh bien, vous savez que depuis une trentaine d'années, notre société a basculé dans le tout numérique. Donc les États, les entreprises privées se sont emparés de cette nouvelle technologie de l'information pour constituer et exploiter d'immenses bases de données. Donc une nouvelle richesse, les plus grandes fortunes d'aujourd'hui sont directement issues de l'exploitation de cette nouvelle matière première, la donnée personnelle. Donc les plus grandes entreprises mondiales, vous savez, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et bien d'autres, sont maintenant un petit peu les maîtres de notre monde. Alors les risques, eh bien, c'est l'identification des personnes, leur lieu d'habitation, leur centre d'intérêt, leurs habitudes de consommation, leurs amis sur les réseaux sociaux, etc., qui permettent des profilages intrusifs dont nous sommes les cibles quotidiennes. Donc toutes nos données sensibles, c'est-à-dire religion, santé, opinion, orientation sexuelle, appartenance syndicale et politique, données génétiques, etc., font l'objet d'un commerce lucratif. Les réseaux sociaux eux-mêmes livrent des informations exploitables sans contrôle, sinon celui des algorithmes. Donc les enjeux, c'est quoi? Ce sont les risques pour les droits et libertés des citoyens qui sont atténués par la mise en place au niveau européen du RGPD qui définit 3 axes: le renforcement qualitatif et quantitatif des droits des personnes, la logique de responsabilité et enfin renforcement des pouvoirs de sanction de la CNIL. Les missions de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, se donne 4 missions. Informer et protéger les droits des personnes, conseiller et accompagner la conformité des pratiques des organismes traitant les données personnelles, anticiper, innover et surtout contrôler les acteurs et sanctionner. Donc l'élaboration des règles pour le traitement des données personnelles, la CNIL fixe des conditions qui concernent la collecte des données, leur conservation, ainsi que leur exploitation dans le but d'éviter toute atteinte aux droits et libertés des personnes. Ces règles, bien sûr, s'appliquent à tous les organismes publics et privés. L'élaboration des règles, bien entendu, pour le traitement des données personnelles. La CNIL fixe des conditions qui concernent leur collecte, leur conservation, ainsi que leur exploitation, dans le but d'éviter toute atteinte aux droits de l'homme. Quelques définitions maintenant. Alors, attendez. Hop. Voilà, les généralités. Les définitions. Je ne suis pas encore très à l'aise avec l'outil. Voilà. Alors, voilà les généralités. Donc, les données à caractère personnel. Alors, une donnée, qu'est-ce que c'est? C'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement. On va identifier, vous voyez ce que c'est, le nom, prénom, une adresse, vous savez qui c'est. Indirectement, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une information
qui consiste, je ne sais pas, une adresse et un numéro d'immatriculation d'une voiture devant une maison, et vous arrivez par recoupement à trouver qui est la personne. Un fichier, c'est quoi? Ben, c'est tout ensemble structuré de données personnelles, accessibles selon les critères déterminés, centralisés, décentralisés, ou répartis de manière fonctionnelle ou géographique. Ça, ce sont vraiment les définitions de la CNIL. Hein. Ensuite, le traitement. Un traitement, c'est toute opération, procédé automatisé ou non, telle que la collecte, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation et la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion, toute mise à disposition, le rapprochement et l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction d'une donnée. Voilà, ce traitement, c'est très, très, très large. La responsabilité des acteurs, donc la mise en œuvre du traitement des données personnelles est effectuée par une personne qualifiée de responsable du traitement, qui peut être aidé par un délégué à la protection des données, DPO en anglais. Hein. Donc le responsable de traitement, il détermine le pourquoi et le comment du traitement des données personnelles, c'est-à-dire sa finalité, objectif poursuivi, et ses moyens, conditions de mise en œuvre. Le sous-traitant, alors le responsable du traitement peut se faire aider par un sous-traitant aussi. Il traite des données personnelles pour le compte et sur instruction d'un autre organisme, par exemple une gestion de paye, un hébergement d'un site, une prestation de sous-traitance, etc. Et tout organisme donc offre un service ou une prestation impliquant des données personnelles. Donc maintenant, on va voir les 7 principes. Donc la finalité du traitement. Alors ça, c'est important. Hein. La licéité, c'est-à-dire sur quelle base légale le traitement se base, la minimisation des données, l'exactitude, leur conservation et la limitation de la conservation, intégrité et confidentialité, responsabilité. Donc, finalité du traitement, les données sont collectées pour des finalités qui sont déterminées, explicites et légitimes dans le respect des droits des personnes qui peuvent s'y opposer. La licéité, il y a 6 conditions, soit le consentement de la personne, le traitement nécessaire à l'exécution d'un contrat, le respect d'une obligation légale, les intérêts vitaux des personnes, l'exécution d'une mission d'intérêt public ou enfin d'intérêt légitime. La minimisation des données, elles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité du traitement. Exactitude, donc les données doivent être exactes et le cas échéant tenues à jour. L'obligation de mise à jour oblige à prendre des mesures afin que les données inexactes soient effacées ou rectifiées. La limitation et la conservation. Les données doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités du traitement. La 6e condition, c'est l'intégrité et la confidentialité des données. Le traitement est effectué de manière à garantir une sécurité appropriée des données. Donc ce principe oblige à prendre des mesures, notamment techniques et organisationnelles, qui garantissent contre un accès ou une utilisation, voire une utilisation non autorisée, ainsi que contre la perte, le vol ou une destruction accidentelle. La responsabilité, qui est la 7e condition, bien sûr. Le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer le respect de ses principes directeurs. Il a donc une obligation de documenter sous forme d'un registre RGPD la conformité de votre traitement au regard des principes généraux. Donc voilà, la sécurité. 3 principes de sécurité, confidentialité, intégrité, disponibilité. Les mesures de sécurité sont de 3 types, ça c'est important. Elles sont physiques, logiques ou organisationnelles. Les mesures physiques, il s'agit bien sûr de la sécurisation des accédés locaux, les serrures différenciées pour des bureaux, les alarmes anti-intrusion, habilitation des personnes ayant un accès aux données, etc. Les mesures logiques, de quoi il s'agit bien sûr des mots de passe sur chaque poste et certains fichiers,
la sécurisation des postes de travail, la traçabilité des accès et la protection des réseaux d'attaques extérieures et la sauvegarde des données. Et les mesures organisationnelles, il s'agit d'organiser les mesures matérielles et logiques par une politique de contrôle d'accès des données, la sensibilisation des acteurs sur les conditions d'utilisation des données et la politique de gestion des incidents. Finalement, Michel, si on veut Je vais respecter... vite, hein? Oui, tu m'entends? Oui, oui. Si on veut respecter tout ça, personne dans son cabinet respecte tout ça. On est d'accord? C'est compliqué. Le RGPD, c'est très compliqué, mais en même temps, c'est Oui. contraignant. Et puis, c'est la loi, quoi. C'est ça le problème. Mais du coup, au niveau pratique, dans le cabinet, finalement, il faudrait qu'on ait une entreprise qui nous gère un petit peu tout ça, parce que c'est très technique finalement par rapport à tout ce que tu dis. Il y a beaucoup de technicité à avoir et à connaître. Oui, mais on va en reparler un petit peu plus loin puisque j'en parle un petit peu pour les podologues. Donc, le droit des personnes, c'est la base du RGPD. Toute personne possède un droit à l'information. Quand je dis personne, vous pouvez penser à vos patients et à la transparence qu'il peut exercer sur tout organisme public ou privé détenant des données personnelles le concernant. Ça veut dire que vous, à titre personnel, vous pouvez demander à tout organisme privé ou public, exiger qu'il vous donne les données qu'il garde sur vous. Le droit à l'information, il faut connaître ce qui justifie la collecte des données, comprendre les conditions dans lesquelles les données sont traitées, garder la maîtrise des données en facilitant l'exercice des droits des personnes. Donc, information à communiquer en cas de collecte directe, bien sûr. Alors, ça fait un petit peu l'objet de ce qui doit figurer dans le registre, parce que le document de base, finalement, c'est le registre que chacun doit avoir, l'identité et coordonnées de l'organisme responsable du traitement, la finalité et la base juridique du traitement, le caractère obligatoire ou non de la collecte, la catégorie de destinataire, la durée de conservation, les droits sur les données traitées, droit de réclamation auprès de la CNIL. Et coordonnées du délégué à la protection des données, s'il y en a, bien sûr, s'il y en a un, c'est pas obligé, intérêt légitime poursuivi par le traitement, l'existence du droit de retirer son consentement, existence d'une prise de décision automatisée, toute information pertinente concernant les projets et traitements ultérieurs pour une finalité différente. En cas de collecte indirecte, il faut connaître là où les catégories de données traitées et les sources surtout où proviennent ces données. Direct, vous demandez directement à la personne. Indirect, ça veut dire qu'il y a une source extérieure sur laquelle vous prenez les données. Alors, les délais d'information, ça c'est important. Dans tous les cas, la totalité des données personnelles doivent être à la disposition des personnes concernées sous un délai n'excédant pas 1 mois. C'est-à-dire que quelqu'un vous demande, ou nous, on demande à un organisme, quel qu'il soit, quelles sont les données qu'ils détiennent sur nous. Ils ont 5 jours pour répondre. Et le maximum, c'est 1 mois. La responsabilité, bien sûr, obligation de transparence qui pèse sur les responsables de traitement. Chaque podologue est responsable de traitement. Direct, information immédiate aux personnes concernées. Indirect, information dans la période d'une limite d'un mois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, concernant maintenant les podologues, c'est ce qui intéresse un peu tout le monde. Alors, il y a les questions à se poser, bien sûr. Alors, les questions qu'on se pose, c'est qui est responsable du traitement du cabinet? Recenser les fichiers, à quoi servent, quelle est leur finalité? Y a-t-il des données sensibles, de santé des patients, les numéros de sécu, etc. Le cycle de vie des données personnelles, leur sécurisation et bien sûr le droit des personnes. Donc, le responsable de traitement, dans le cas général, c'est le représentant de la structure. Dans notre cas, donc ce sera le podologue qui doit mettre en place son registre RGPD. À ce sujet, il y a sur le site de l'ONPP un
un guide qui permet de le faire soi-même. Ceci dit, c'est extrêmement compliqué. Dans notre cas, c'est le podologue, donc il peut confier la tâche de confection du registre par un sous-traitant. Le podologue reste responsable du traitement dans ce cas-là. Le rôle du responsable de traitement est de mettre en conformité le cabinet avec la loi, c'est-à-dire de monter le registre de traitement des données personnelles, qui est le registre que peut vous demander la CNIL à tout moment. Alors, ensuite, recenser les fichiers. Alors, on a différents fichiers, hein, les fichiers patients, ça peut être des fichiers papier ou informatisés, les carnets de rendez-vous, perso ou externes, genre Doctolib, les sites web, les personnels, un secrétariat s'il y en a, perso ou des secrétariats externes, les collaborateurs, les remplaçants, le comptable, etc. À quoi servent ces fichiers? Quelle est leur finalité? Donc, par exemple, les rendez-vous, ce sont des fichiers qui sont tenus sur papier informatisé ou en sous-traitance, par exemple avec Doctolib pour beaucoup. Les fichiers de consultation des patients, bien sûr, les diagnostics. Les courriels divers ou courriers à papier à destination d'autres professionnels de santé, par exemple pour les comptes rendus aux médecins. Et la tenue comptable, comptabilité papier fait par vous-même ou par fichier informatisé ou à des prestataires ou sous-traitants comme un cabinet comptable à côté. Les données sensibles, bien sûr, les fichiers patients. Donc, vous savez que pour nous qui sommes les professionnels de santé, le RGPD est particulièrement important puisque nos données personnelles que nous traitons sont des données sensibles. Donc, ces fichiers sont composés de données sensibles qui touchent à la santé des patients ainsi qu'à leur identité administrative, par exemple numéro de sécu. Ces données sont recueillies pour le traitement des affections liées aux pathologies des patients. En tant que tel, l'accord des patients est implicite avec un droit d'accès obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de donner son consentement pour que ces données, vous puissiez les traiter, puisqu'elles se font en interrogatoire direct. Le cycle de vie des données personnelles, je vous donne des exemples. Les fichiers patients, c'est 20 ans à partir de la dernière consultation. Les doubles de feuilles de soins, ça peut être 3 mois. Les contrats de collaborateurs et de remplaçants, 5 ans. Contrats de sous-traitants, 5 ans, etc. Tout est à voir un petit peu d'une façon personnelle. Sécurisation des données, alors ça c'est très important. Pour ce qui est des fichiers patients, bien sûr, le fichier peut être crypté par mot de passe lorsque on a un traitement informatique. Si c'est des traitements papier, il faut qu'ils soient dans des armoires fermées à clé, etc. Déterminer qui a accès aux fichiers dans le cas, par exemple, d'un cabinet de groupe, si vous avez des remplaçants ou des collaborateurs. Si l'habilitation est générale, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder n'importe quand, chaque membre est responsable de la sécurisation du fichier. Les fichiers patients en tant que données sensibles font l'objet d'un traitement particulier qui doit être défini avec précision. Alors, le droit des personnes, chaque personne concernée par le traitement des données peut avoir accès aux données la concernant. Et ça doit faire l'objet d'un affichage, par exemple, dans le cabinet, où on dit aux patients qu'ils peuvent accéder à leurs données et que le registre, en ce qui les concerne, peut être à leur disposition. Donc voilà, du fait j'ai été vite, pardonnez-moi. Non, mais c'est très bien, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est un sujet quand même assez large, ouais. Et tu as très bien résumé les choses. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton expérience et de ce que tu fais, toi, par rapport à cette loi et comment tu conseilles justement nos confrères et moi, si vous voulez, alors donc, moi, je suis donc pédicure-podologue retraité qui travaille encore un peu en cumul emploi-retraite. Et c'est vrai, comme je suis passionné un peu par ces sujets, j'ai été secrétaire général du CROP Auvergne-Rhône-Alpes pendant une partie, donc tous les problèmes administratifs m'ont toujours intéressé. Et donc, j'ai monté une petite structure, une SASU, une société d'action simplifiée unipersonnelle, qui me permet de pouvoir intervenir auprès des podologues, pour monter avec eux leur registre. Donc, voilà un petit peu. Voilà. Et tu as eu déjà beaucoup de demandes à ce sujet ou Non, là, j'ai commencé il y a quelques mois. J'ai déjà fait
3 ou 4 registres. Et qu'est-ce qu'on encourt du coup si on ne tient pas bien nos registres justement Alors, pour être franc, je pense que s'il y avait des demandes de la CNIL à certains professionnels de santé, je pense qu'on n'encourt rien dans un premier temps, sinon qu'on va être repéré et qu'on va demander aux personnes de se mettre de suivre un petit peu, de se mettre en conformité quoi, par rapport à la loi. Je pense que dans un premier temps, mais je pense, moi je ne suis pas la CNIL, il faut savoir, ce qui me fait penser ça, c'est que les sanctions sont tellement lourdes, ça peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires de la structure, c'est tellement lourd que je veux dire, je ne pense pas que du jour au lendemain, on puisse dire à des podos, vous n'avez pas votre registre, donc par contre, on va les inciter à se mettre en conformité. Mais je dis ça, c'est vraiment un sentiment tout à fait personnel, mais ça n'a pas de... Jean-Loup Lafeuillade, j'ai une petite question, si c'est possible, à Michel. Je voulais savoir, la majorité des logiciels métiers maintenant avec lesquels on a des dossiers patients respectent le RGPD. Donc, quelque part, si on paye un logiciel pour la gestion de notre cabinet, en particulier pour la gestion des fichiers, enfin des dossiers patients, normalement, on devrait répondre à tous les items que tu as évoqués lors de cette présentation. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Michel, s'il te plaît? Oui, bien sûr, mais de la même façon, quand on sert d'un fichier Excel pour sa comptabilité, on se sert d'un logiciel. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que tout ce qu'on fait doit être récapitulé dans un registre de données. Et avoir un logiciel, c'est bien, mais il faut dire, pour faire ceci, je me sers de telle chose, c'est la finalité. Par exemple, c'est la gestion des patients, je me sers de tel logiciel, etc. Mais ça doit faire partie du registre. Parce que dans le registre, il y a effectivement ce problème avec ce logiciel-là, mais il y a aussi ce qu'il y a avec les patients, ce qu'il y a avec les données qui peuvent concerner le comptable. Le comptable, c'est un sous-traitant, donc il faut que ce soit noté dans le registre, etc. Tout doit être noté. Dès qu'on a des données personnelles qui sont traitées, qui font l'objet d'un traitement, ça doit être noté sur le registre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est au moins démarrer un registre, même le faire personnellement en servant peut-être du guide de l'ONPP et démontrer qu'on a au moins commencé, quoi. Ça limiterait le fait de pouvoir être sanctionné par la CNIL si elle demandait le registre RGPD. Ceci dit, je ne pense pas que la CNIL ait suffisamment de personnel pour se permettre de contrôler toutes les petites structures, mais c'est possible. Et au-delà, je pense même du logiciel, je pense qu'il faut aussi regarder comment est-ce qu'on communique avec les autres professionnels de santé, si c'est avec une adresse mail sécurisée, pas sécurisée, comment est-ce que ça, qu'est-ce que tu en penses, Michel, sur ce sujet? Oui, comme j'étais un peu obligé de parler vite, c'est vrai que ça passe vite les informations, mais c'est vrai que dès que l'on donne des données qui concernent des personnes, donc on peut prendre l'exemple d'un compte rendu à un médecin, par exemple, donc ce sont des données personnelles qui vont, si on le fait par mail, il faut que le mail soit crypté, il faut que l'ordinateur soit sécurisé, voilà. C'est toutes ces choses auxquelles il faut faire attention. Justement, à ce sujet-là, dans les exercices coordonnés, regroupés, MSP, voire CPTS, aujourd'hui, il y a quand même une obligation pour les systèmes d'information, les systèmes de communication entre professionnels de santé qui adhèrent à la même structure, d'avoir des logiciels qui aujourd'hui sont habilités à ça, justement, qui sont cryptés. Je pense à HappyCrypt, je pense à Medistory, je pense voilà, à des logiciels comme ça où il y a une messagerie sécurisée. Donc ça remplit normalement cet item-là de sécurisation des données de patients quand on communique avec les médecins, par exemple. Oui, c'est vrai, mais il faut que ça se soit marqué dans ton registre à toi. L'obligation, c'est ça. C'est que chaque professionnel...
l'obligation, c'est vraiment de tenir un registre RGPD qui explique comment tu gères la gestion de tes données dans ton cabinet pour que, en cas de contrôle de la CNIL ou alors avec un litige avec un patient, tu puisses justifier de la protection de ces données, du bon traitement. En fait, c'est le registre qui est important, quoi. Le plus important, c'est d'avoir un registre, puisque le contrôle, il va se faire sur le fait d'avoir un registre ou non. Michel, c'est extrêmement important que Ouais. tu nous dis. Merci beaucoup, parce que ça, c'est vraiment des choses qu'on connaît pas forcément dans nos cabinets. Et voilà, je pense que les personnes qui écoutent ce soir le webinaire vont pouvoir s'intéresser à ce sujet-là et voir comment mettre ça en place. Ce qui serait sympa, ce serait que tu puisses nous informer de la manière la plus simple, en fait, de mettre ça en place dans nos cabinets sans trop perdre de temps ni d'énergie, quoi. Voilà, ça, ce serait l'idéal. Ouais. Moi, je suis à votre service pour tous les conseils que vous souhaitez. Vous passez par Myriam qui me fera connaître voilà. Un petit article dans notre prochaine revue. Par exemple. Ouais, c'est top ça. Très bonne idée, Bruno. Très bonne idée. Ouais. Alors, il est 21h43. Je pense qu'on peut faire une petite conclusion. Si tu veux, Jean-Loup, nous faire cette petite conclusion avant que nous clôturions ce webinaire. En direct de l'autoroute qui relie Bourges à Nantes, donc je vais conclure le webinaire. C'est vraiment toujours un moment fort sympathique, ces webinaires, pour reprendre les propos de Myriam dans l'introduction. Vraiment, on passe toujours des bons moments, on a des interlocuteurs de qualité. Ça permet à nos adhérents et plus largement aux podos qui s'inscrivent à ces webinaires d'avoir des informations pour la gestion de leur cabinet au quotidien. Ce soir, c'est encore deux intervenants qui nous ont apporté beaucoup de choses. Je pense à Quentin sur la gestion de la communication. C'est extrêmement important d'avoir une communication qui à la fois respecte le cadre défini par l'ONPP et en même temps vous permettre de valoriser votre travail, de mettre en avant vos compétences et de valoriser notre métier, parce qu'on a la chance d'exercer un superbe métier. Et tout cela, évidemment, il faut le faire en respectant nos patients, et le respect de nos patients, ça passe en particulier par le respect de leurs données. Voilà, merci beaucoup. Myriam, je te laisse le mot de la fin. Oui, parce merci que moi, beaucoup, je vais couper parce que le moteur de la voiture fait trop de bruit. Voilà, bonne soirée à vous tous. Bonne route à toi. Alors, je conclurai juste pour vous dire que nous allons donc avoir un prochain webinaire le 13 avril sur le thème de la rééducation posturo-fonctionnelle du pied. Donc, tout l'aspect pluridisciplinarité avec donc une intervention de Jean-Michel Grand, un kiné qui a écrit un livre justement sur ce sujet, et puis aussi Frédéric Zenouda, qui est notre partenaire de formation avec PhysioLearn. Et puis bien sûr moi-même qui vais intervenir au passage sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à rester attentif sur ce sujet et à vous inscrire au prochain webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Merci à tous, bonne soirée.